C'est cette affaire que vous consignez dans cet ouvrage, Les Empoisonneurs. Bonjour à vous, Marie Baléo. Bienvenue sur le plateau de France 24. Cet ouvrage, Les Empoisonneurs aux éditions Grasset, que vous publiez tout récemment, très documenté, on le précise. Vous vous êtes penché donc longuement sur cette affaire. On va d'abord peut-être d'un mot expliquer à nos téléspectateurs, pour ceux qui ne le savent pas, ce qu'est le chlordécone. Bien sûr, merci pour cette invitation. Donc, le chlordécone, c'est un pesticide extrêmement toxique, vous l'avez rappelé, et aussi extrêmement persistant dans l'environnement, qui a été utilisé pendant un peu plus de 20 ans, de 1972 à 1993, dans les bananeraies en Martinique et en Guadeloupe, pour lutter contre un petit insecte qui était le charançon du bananier. Et on s'est rendu compte très vite déjà des effets sanitaires du chlordécone. On a su très vite que c'était un produit cancérigène et un perturbateur endocrinien. Et puis au bout de à peine quelques années d'utilisation aux Antilles, on s'est rendu compte aussi qu'il avait largement contaminé l'environnement. Et malgré ça, l'État français a tout fait pour qu'on puisse continuer à en utiliser le plus longtemps possible. Et on va y venir justement. On continue juste sur ces explications. Vous le disiez, il a donc été déversé au pied des bananeraies. Alors le fruit, lui, n'est pas contaminé. Exactement. Parce qu'il pousse en hauteur. En revanche, les ouvriers qui devaient épandre et déverser ce produit le faisaient à main nue, oui, sans protection, sans masque, sans tablier. Oui, exactement. Très souvent, c'était sans protection parce que s'il fait très chaud, c'est difficile de garder des équipements et c'est ce qui explique qu'il y a eu beaucoup de pathologies chez les ouvriers agricoles, ensuite plus tard aussi dans la population générale. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'ouvriers agricoles, par exemple, qui ont des cancers de la prostate, dont on sait que c'est une pathologie qui est en lien avec le chlordécone. Et ces chiffres qu'on va projeter sur cet écran, mais selon Santé publique France, 95% des Guadeloupéens sont contaminés, ont du chlordécone dans le sang. 92% des Martiniquais. Quand on voit ces chiffres-là, on se demande comment est-ce que c'est possible. Alors, on va y aller par étapes et en suivant une chronologie, parce que c'est aussi ce que vous présentez dans votre ouvrage. Mais on sait qu'en 1972, Jacques Chirac, alors ministre de l'Agriculture, délivre une autorisation provisoire pour pouvoir utiliser le chlordécone, alors même que la nocivité de ce produit était avérée. Oui. Comment est-ce que ça a été possible? Oui, exactement. Alors, en fait, le chlordécone, il y a eu une première demande d'autorisation qui a été déposée auprès du ministère de l'Agriculture à partir d'environ 68 ou 69. Et à l'époque, les experts du ministère de l'Agriculture disent non, c'est trop toxique. On a vu sur les animaux de laboratoire ce que ça donne parce que le fabricant a fait des études préalables. On a le dossier sous les yeux. On ne peut pas autoriser ce produit. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait un pesticide qui jusque-là était utilisé sur les bananeraies et qui était de moins en moins efficace parce que le charançon avait développé des résistances. Et donc, il a fallu absolument ne pas laisser les planteurs de bananes sans solution. Et c'est à ce moment-là que la commission, la Comtox, la commission des toxiques, qui était une commission d'experts de la santé, de l'environnement, ont décidé, en toute connaissance de cause, d'introduire ce pesticide. Et il y a même un compte-rendu noir sur blanc où il est écrit on se pose la question de l'introduction d'un pesticide extrêmement rémanent, extrêmement persistant dans l'environnement. Donc, on l'a autorisé en toute connaissance de cause. Et des alertes étaient pourtant venues des États-Unis, notamment de cette usine en Virginie où était produit ce chlordécone. Cette usine qui a donc d'ailleurs fermé parce que les ouvriers présentaient des symptômes terrifiants, certains tremblaient, certains développaient des pathologies graves. Donc, il y avait là encore des signaux. Oui, ils ont été ignorés à dessein, selon vous? Oui, ouais, je pense à dessein. Alors vraiment, ce qui s'est passé aux États-Unis, ça a été un grand scandale. Ça a été une affaire qui a largement été connue des autorités françaises. C'est toute une usine, voilà, vous l'avez rappelé, des ouvriers qui tiennent à peine debout alors qu'ils ont la vingtaine, la trentaine, ils sont en pleine forme. Tout à coup, des problèmes de fertilité, de mémoire. Et l'État français, lui, malgré cet avertissement, malgré l'interdiction un peu fracassante par les États-Unis, qui ont carrément rasé l'usine et interdit le chlordécone, la France, elle, ne voulait pas laisser les planteurs antillais sans solution. Et les planteurs répétaient que la seule solution possible, c'était le chlordécone. Et donc, ils ont ignoré effectivement l'avertissement américain. Parce qu'en même temps, on peut peut-être le souligner, mais renoncer au chlordécone, ça aurait peut-être mis en difficulté, ou en tout cas au chômage, des milliers d'ouvriers. C'était source d'emploi et de salaire aussi pour des milliers d'ouvriers. Est-ce que ça a pu motiver le fait qu'on passe outre les signaux? Oui, tout à fait. En tout cas, c'était le discours porté par les planteurs. C'est vrai qu'il y avait des milliers d'ouvriers agricoles. Et puis derrière, évidemment, il y a des employés de banques, d'assurances, de la logistique, toutes les familles aussi derrière. Donc ce que les planteurs ont fait passer comme message, ont martelé auprès de l'État, c'était vraiment de dire si vous nous privez du chlordécone, la filière s'effondre. Et derrière, c'est la paix sociale aux Antilles, dont on sait qu'elle est quand même assez fragile, qui s'effondre aussi. Et c'était une rhétorique très forte que l'État a un peu acceptée telle qu'elle et qu'il a faite sienne. Et ça explique aussi
aussi où on en est aujourd'hui. Alors en 79, le Centre international de recherche sur le cancer classe le chlordécone parmi les cancérogènes possibles pour l'homme. On est en 79. En 1980, un ouragan vient balayer une partie des îles avec ses effets destructeurs et qui ravage donc les plantations de coton et de bananes, pardon. Et là, il y a une société, la Garrigue notamment, parce que vous la nommez aussi dans votre livre, qui va décider de délocaliser la production de chlordécone. Et dans le même temps, on sait qu'à partir du moment où il y a l'interdiction en 90 du chlordécone qui se met en place, on continue quand même d'écouler des stocks. Oui, alors c'est très intéressant ce qui s'est passé en 90 parce que c'est vraiment un pur résultat du lobbying des planteurs de bananes. Donc il y a eu une interdiction qui a été prononcée en réalité par l'Europe, mais la France a dû évidemment suivre au 1er février 90. Et après cela, donc les planteurs ont envoyé des courriers au Premier ministre, au ministre de l'Agriculture, à des fonctionnaires. Et finalement, il y a bien des fonctionnaires et des ministres de l'Agriculture qui ont signé des dérogations en dehors de tout cadre juridique pour permettre aux planteurs d'utiliser le produit pendant 3 ans et demi après son interdiction. Et c'est vraiment quelque chose de très marquant et c'est aussi une des preuves de l'efficacité du lobbying des planteurs de bananes. Et qu'est-ce qui se passe, vous, pendant cette enquête, quand vous confrontez certains responsables de l'époque? Il n'y a plus de traces, plus d'archives de ces passages-là, ou en tout cas de ces écoulements, par exemple, de stocks qui ont pu être autorisé? Oui, alors j'ai parlé avec un planteur de bananes martiniquais qui m'a dit que non, évidemment, on s'était débarrassé des stocks à partir de l'interdiction et qu'on n'avait absolument jamais utilisé quoi que ce soit. Mais moi, j'étais tombée, grâce à l'aide d'un agronome avec lequel j'ai beaucoup travaillé sur le dossier, sur un tableau qui expliquait que même encore dans les années 90-2000, après l'interdiction, il y avait des ouvriers qui présentaient des intoxications aiguës qui ne peuvent résulter que d'un contact direct. Ça ne peut pas être la pollution d'environnement, il faut vraiment être en contact avec le produit. Et c'est ça qui, je pense, constitue une preuve parmi beaucoup d'autres témoignages du fait qu'on a continué à utiliser le chlordécone plusieurs années après son interdiction. La justice entre en jeu. Alors, il y a eu une instruction, 16 ans, elle a duré au moins, et pourtant un non-lieu est prononcé. Pourquoi? Par manque de preuves, d'intentionnalité? Oui, exactement. Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord des problèmes procéduraux, donc le fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont prescrites parce que ça s'est passé dans les années 70, 80, 90. Il y a aussi, pour un peu la même raison, une absence de preuves. C'est difficile, tant d'années après les faits, de retrouver des preuves. Et puis, il y a, comme vous le dites, en fait, c'était une action en justice pour empoisonnement. Et en droit français, quand on veut prouver l'empoisonnement, il y a un élément d'intentionnalité. Il faut avoir l'intention de donner la mort. Et ça n'a pas pu être démontré ni pour l'État et les fonctionnaires, ni pour les planteurs de bananes. Pourtant, un fait majeur, c'est que les magistrats reconnaissent le caractère du scandale. Oui, ça c'est une consolation un petit peu pour les partis et puis même plus généralement pour les Antillais, mais ça ne change pas qu'au fond, tout le monde reconnaît que c'est un scandale, mais il ne s'est quand même pas passé grand-chose, ni en termes de réparation financière, ni même en termes de réparation symbolique non plus. Alors, où est-ce qu'on en est en ce qui concerne ces personnes qui présentent, parce qu'il y a un fort taux de concentration de cancer de la prostate, le cancer du sein, même si le lien direct n'est pas encore, au moment où on se parle, clairement établi, il y a une transmission aussi de ces pathologies à d'autres générations. Où est-ce qu'on en est? On en est pour l'instant à une réparation financière pour les ouvriers agricoles, exclusivement, qui sont atteints d'un cancer de la prostate. Ça, c'est quelque chose qui a été mis en place il y a 1 an ou 2. C'est la reconnaissance d'une maladie dite professionnelle? Voilà, pour les anciens ouvriers agricoles qui épandaient, déversés à la main. Exactement. Ouais. Et donc, eux peuvent monter un dossier et recevoir une indemnisation qui s'élève environ à 300 € par mois. Mais ça concerne pour l'instant un peu plus d'une centaine de personnes. C'est vraiment un dispositif qui est à son tout départ. Et c'est vraiment uniquement pour les ouvriers. Mais ce que vous disiez sur les problèmes de santé, c'est qu'ils sont effectivement beaucoup plus larges que le cancer de la prostate. Et je pense notamment à la population générale. Vous avez cité tout à l'heure le chiffre de Santé publique France. 95% d'une population contaminée, c'est assez incroyable. Et donc, ça veut dire qu'il y a des problèmes hormonaux. Chez les enfants, on a trouvé des problèmes de développement intellectuel, des points de QI en moins. Donc, tout ça, c'est des choses... c'est une épée de Damoclès aussi au-dessus de la tête des Antillais. Et là-dessus, il n'y a aucune réparation. Et puis, il y a un scandale écologique aussi, en toile de fond. Oui, exactement. Les sols sont pollués selon les estimations des scientifiques pour des décennies, voire même des siècles. Et puis, donc, le chlordécone s'infiltre dans le sol, pollue les nappes phréatiques et de là, les rivières et une grande partie du littoral. Donc, c'est vraiment l'ensemble de l'écosystème qui est en partie pollué et pour très, très longtemps. Oui, et qu'on ne peut pas dépolluer pour l'heure. Non, pour l'instant, pas de technique de dépollution qui soit à la fois efficace et pas chère. Merci beaucoup, Marie Baléo. Je renvoie à votre ouvrage très documenté, Les empoisonneurs, chlordécone, histoire d'un mépris français, aux éditions Grasset. Merci d'avoir pris le temps de passer par le plateau de France 24.